d'accord, c'est parti. Bonjour mesdames. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir toutes les deux sur le podcast de la communauté. Merci d'être là. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Donc, je vous présente Marion Thibault. Tu es responsable service R&D de la biotechnologie végétale chez Sederma. Exactement. Et Nolwenn Copal, tu es chargée de mission RSE aussi chez Sederma. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de comment développer des actifs d'origine naturelle, évidemment, sans impact sur l'environnement, puisque c'est quand même quelque chose de très important aujourd'hui et que la cosmétique a vraiment envie de faire, en tout cas. Et plus particulièrement, parce qu'il y a plusieurs moyens pour le faire, c'est comment en fait la biotechnologie végétale est au service de la RSE et l'innovation durable pour développer des actifs. Alors déjà, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que Marion, tu pourrais nous rappeler un petit peu ce qu'est la biotechnologie et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, la biotechnologie, c'est la science du vivant. Donc, en fait, c'est la mise en place de différentes techniques ou méthodes pour utiliser des organismes vivants. Donc, la biotechnologie végétale, c'est avec des plantes, afin soit d'utiliser l'organisme, soit ses produits, à des fins soit de recherche fondamentale pour mieux comprendre les mécanismes, ou alors à des fins industrielles. On connaît la biotechnologie pour l'agroalimentaire, la pharma ou la cosmétique. Et en fait, c'est la richesse des plantes qui fait que cette application, elle est géniale parce qu'on s'inspire des plantes et on les étudie au laboratoire avec la biotechnologie. Et on a un exemple de première application. En fait, il faut savoir que cette technologie, elle existe depuis plus de 50 ans au niveau des plantes. C'est quand même impressionnant. Et une des premières applications, ça a permis quand même de régénérer des plantes qui étaient infectées par des virus. Donc, ça a permis de sauver des plantes. Donc, on a l'exemple du dahlia ou alors du pélargonium. Et ces plantes ont été sauvées parce qu'on a prélevé des parties de plantes qui étaient saines et qui avaient l'avantage aussi d'être responsables de la croissance et de la régénération d'une plante. Ça s'appelle le méristème, par exemple. Et c'est un exemple d'application de biotechnologie végétale. Donc, à partir de cellules, vous arrivez à dupliquer en fait la plante. C'est ça, mais c'est même plus que dupliquer, c'est des cellules on peut les associer à des cellules souches. Donc, elles sont capables de se différencier et également de constituer un nouvel organisme. D'accord. Donc, de se structurer. Et donc, ça fait quoi de se structurer? Du coup, on a accès à une richesse de molécules assez impressionnante parce que les plantes, c'est comme des petites usines et elles ont un potentiel chimique extraordinaire, biochimique extraordinaire. C'est ça, c'est qu'en fait, on ne connaît pas tout vraiment la composition des plantes et qu'on peut trouver dans toutes les cellules une richesse. Ah oui, non, on ne sait pas du tout encore. Je pense qu'on connaît. On est loin d'avoir tout exploré au niveau des plantes. Donc, finalement, on peut s'inspirer des plantes. On peut s'inspirer des plantes et d'autant plus que les plantes, on a la fausse idée que ce sont des organismes passifs parce qu'en fait, ils sont ancrés dans leur substrat et on pense en fait qu'elles subissent l'environnement alors que ce n'est pas du tout le cas parce que quand on regarde les paysages, on voit des plantes absolument dans tous les environnements, dans tous les climats. On en a dans les montagnes, on en a en bord de mer, on en a dans les déserts. Et en fait, il faut savoir que les plantes ont développé des mécanismes soit biochimiques, soit physiques pour s'ancrer dans tous les environnements. Et en fait, elles ont des molécules de protection, de défense, qui leur permettent de vivre en tant qu'individus, mais aussi d'assurer la pérennité de l'espèce et d'assurer leur reproduction. Et aussi, au niveau, comme j'ai dit, les plantes sont des organismes fixes. Donc, en fait, elles ne peuvent pas s'enfuir devant un herbivore ou un pathogène ou quelqu'un qui va les attaquer. Donc, elles ont un potentiel biochimique pour se défendre tout en restant fixes, en fait. C'est énorme. En fait, elles ne sont pas du tout passives, elles sont hyper actives. Et juste qu'elles ne marchent pas, quoi. Elles ne marchent pas, non, elles ne peuvent pas fuir. Voilà. Comme la nature a horreur du vide, en fait, elle se développe et s'adapte. Exactement. Aux conditions qu'elles ont. Exactement, aux conditions climatiques et aux conditions environnementales. D'accord. Et donc, quels sont les différents types d'actifs que tu peux avoir en fait via cette technologie? Alors, la technologie, justement, comme on a dit, les plantes, elles ont un potentiel biochimique énorme, mais nous, ce qu'on veut, c'est y accéder sans toucher à l'environnement et sans toucher à la biodiversité de la plante.
Donc, comment on procède? En fait, la première étape, c'est de générer des cellules. Je m'en ai parlé au début, les plantes, elles ont des cellules méristématiques, mais aussi on peut générer ces cellules à partir de n'importe quel organe de la plante ou à partir d'une graine. Donc, on prend une plante ou une graine, on la stérilise pour être dans un environnement contrôlé et ne pas avoir de pathogènes ou de bactéries qu'on peut trouver dans l'air. Et en fait, cette plante, on va utiliser la capacité de cicatrisation que nous-mêmes, on a aussi. Dans la nature, si une plante est blessée, à une feuille par exemple, elle va régénérer des cellules de feuilles. Nous, au laboratoire, on va la stériliser, on va la blesser, mais par un ensemble de milieux de culture et de savoir-faire, on va forcer la plante à régénérer des cellules qui sont dédifférenciées, puisqu'elles viennent d'un organe différencié. Donc, on va les forcer, on va dire, un peu aller en arrière pour qu'elles soient plus manipulables et avoir à disposition, on va dire, tout le potentiel biochimique de la plante et de manière à pouvoir amplifier ces cellules dédifférenciées. Et ensuite, on va la travailler pour voir les molécules qu'elle peut produire à l'état, on va dire, basal. Donc ça, c'est notre première génération de culture. C'est une biomasse, c'est des cellules issues d'une partie de la plante. Les avantages au niveau environnemental, c'est qu'on a pris juste une partie de la plante, donc on ne l'a pas sacrifiée. Donc la plante, une fois qu'on a coupé la feuille, on la laisse vivre sa vie après. Ou si c'est une graine, on la fait germer et pareil, la plante va continuer à vivre pendant que nous, on va utiliser ces cellules. Parce qu'en fait, finalement, à partir de ces cellules d'origine que vous avez prélevées, vous gardez et vous renouvelez au fur et à mesure votre ressource, quoi. Enfin, la source. Exactement, oui. On garde la plante d'origine dans un souci Ah, j'ai perdu le mot. On garde la plante pour avoir la plante mère, en fait. Voilà. Si on a besoin de refaire des cellules ou pour assurer à nos clients que c'est l'espèce végétale qu'on travaille. Mais c'est aussi dans un souci que nos cellules soient... on est l'origine de la plante, en fait. D'accord. Et donc, du coup, quels sont les avantages de ces technologies? Alors, comme j'ai dit, on n'a utilisé qu'une plante. Contrairement à l'extraction, il faut quand même des quantités de plantes assez impressionnantes. On est en environnement contrôlé, donc on ne dépend pas des saisons. On n'utilise pas de pesticides. Et comme on est en stérile, on est mono-espèce. On n'aura pas d'autres organismes dans notre culture. Donc ça, c'est un gros avantage, puisqu'on peut travailler sur des cellules qui sont dans un environnement stérile et contrôlé et avoir un process reproductible et robuste. Donc, je peux produire en avril, je peux produire en décembre, peu importe le mois. Je ne dépends pas des saisons. C'est pas mal quand même, surtout en entreprise. C'est pas mal. Pardon? Surtout en entreprise, je veux dire qu'on n'est pas dépendant du temps. Le sourcing est sécurisé comme ça. Voilà. Oui, c'est le sourcing qui est sécurisé. Et justement, donc, tu disais que c'est quand même une méthode qui est relativement ancienne. Donc, il y a eu différentes étapes dans différentes générations de cellules d'actifs en fait, qui ont été générées grâce à cette biotechnologie. Oui, alors là, je vous ai parlé de la première génération. On a nos cellules et elles sont dans un environnement où on va dire c'est cool pour elles, on leur apporte à manger, elles n'ont pas à se défendre contre un pathogène ou des problématiques extérieures climatiques, comme je te l'ai dit. Et elles vont produire des molécules qu'on appelle de base, juste pour pousser. Donc, elles peuvent être intéressantes au niveau bioactivité, au niveau cosmétique, mais à Sederma, on a été plus loin, on les a forcées à produire des molécules qu'elles pourraient produire dans la nature sous effet d'un stress. Par exemple, j'ai une petite histoire que j'aime bien présenter, c'est dans la nature, les acacias, quand elles se font manger par une antilope, elles vont produire tout de suite un tanin qui va rendre amères les feuilles. Donc, vous voyez, elles sont fixes, mais l'herbivore, il ne va pas aimer le goût de la plante, donc il va abandonner la plante. Très rapidement, en fait, elle arrive à synthétiser le tanin. Exactement, c'est ça. C'est un effet transitoire extrêmement rapide, avec des faibles concentrations, mais au laboratoire, on a l'avantage de pouvoir augmenter ces concentrations, puisque on les manipule et on sait vers quelles molécules on veut les produire. Donc, si on revient à l'exemple des antilopes, ça va encore plus loin parce que l'individu propre se défend, mais va aussi prévenir les autres acacias qui sont à côté grâce à un gaz, l'éthylène. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut s'inspirer au laboratoire. On peut imaginer de mettre de l'éthylène dans nos cellules, c'est un exemple,
pour qu'elle produise justement ce tanin qui pourrait potentiellement avoir une activité cosmétique. Donc ça, c'est un exemple de ce qui se passe dans la nature et ce qu'on pourrait reproduire au laboratoire. Donc on a activé un métabolisme qui était présent, mais qui n'était pas encore activé. On les a stressés, en fait. D'accord. Et du coup, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez créer de nouveaux actifs que vous ne pensiez pas pour une plante? Alors, on s'inspire de la nature. Donc, en fait, on regarde toujours ce que la plante est capable de faire sous stress, on va dire. Mais des fois, on n'a pas ces informations-là. Donc, on a toute une batterie de tests pour déterminer les molécules qu'elle peut produire sous stimulation. C'est en fait cette phase-là de stress, ça s'appelle la stimulation cellulaire. Et de voir après, au niveau des tests in vitro, ce que ça peut donner comme efficacité sur la peau. D'accord. Ok, super. Et alors, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la biotechnologie? Eh ben, il y a encore le champ des possibles qui est énorme. Et il y a ce champ des possibles de produire des molécules. Et le gros avantage, en fait, c'est qu'on a un très faible impact sur l'environnement parce que tout ce que je vous ai décrit se passe au laboratoire. Et la biodiversité de la plante, elle n'est pas atteinte grâce à cette technologie. Ouais, super. Donc, c'est intéressant parce que maintenant, on peut voir, donc, maintenant qu'on connaît mieux la biotechnologie, on va essayer de comprendre pourquoi la biotechnologie a un faible impact au niveau environnemental et qu'elle répond et qu'elle est vraiment au service de la RSE. Justement, Nolwenn, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà, nous rappeler un peu les bases de la RSE? Qu'est-ce que c'est? Donc oui, très, très rapidement, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est en fait l'ensemble des actions qui sont mises en place par une entreprise pour limiter ses impacts sur les enjeux de développement durable, du coup, sur tous les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Et c'est aussi tout ce qu'elle peut mettre en place pour avoir un impact positif. D'accord. Et du coup, comment on fait pour mesurer ça? Pour mesurer ça. Pour mesurer l'impact environnemental et sociétal de l'entreprise. Donc, on peut comparer en fait la technologie et mesurer ses avantages en fait par rapport aux différents enjeux de la RSE. D'accord. Donc là, par exemple, par rapport à la plante, la culture cellulaire de plantes, bon, déjà, comme disait Marion, ça fait déjà plus de 30 ans qu'on travaille sur les biotechnologies et plus de 15 ans vraiment spécifiquement sur la culture cellulaire de plantes, et du coup qu'on la perfectionne et qu'on a une réelle expertise dessus. Donc, on peut assurer tout à fait la qualité liée à cette technologie, parce que comme disait Marion, on peut assurer une reproductibilité qui est forte, c'est-à-dire même contenance en molécules d'intérêt d'une production à une autre, ce qui est à contrario très compliqué à obtenir parfois quand on fait des extractions, notamment obtenir des extractions avec une biomasse importante. Donc il y a un réel avantage pour travailler sur certaines plantes, notamment pour notre produit Resistem, on travaille avec une plante qui est le Globularia cordifolia, qui est une plante qui pousse dans des régions très rocailleuses avec une croissance qui est longue. Et donc, c'est compliqué d'obtenir assez de plantes pour fabriquer notre ingrédient. Et c'est pourquoi on a développé un des premiers projets de culture cellulaire végétale en 2010 pour créer ce produit. Donc, pour une plante qui était justement un peu limitée. Voilà, très compliqué d'accès. Voilà, c'est ça. Et compliqué d'obtenir assez de quantité de biomasse finalement pour avoir la quantité nécessaire pour créer l'ingrédient. Et alors, quels sont les avantages justement de la biotechnologie pour la RSE? Alors, voilà, outre cette partie un peu plus sur la qualité, on va avoir pas mal d'impact positif sur l'environnement. Donc déjà, le fait qu'il n'y ait pas de culture en champ. Donc, comme disait Marion, la plante, elle est collectée qu'une seule fois et ensuite, elle est reproduite donc, dans nos laboratoires, ce qui fait qu'on n'a pas d'impact sur le sol ou sur l'eau. Donc, pas de pesticides, pas de fertilisants, on n'aura pas de métaux lourds non plus et beaucoup moins d'eau utilisée qu'en champ. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée par l'Université de Rome à ce sujet en 2004 sur l'échinacée et qui prouvait qu'il faudrait à peu près 1400 tonnes d'eau pour obtenir 1 kg de molécules d'échinacosides, alors qu'en culture cellulaire, on n'aurait besoin que d'une tonne d'eau finalement. Donc, on voit qu'il y a vraiment un très grand gap entre les deux. Et en plus, l'eau qui est utilisée, elle est traitée dans notre station d'épuration interne avant d'être rejetée dans le milieu. Dans le réseau d'eau de la ville. Donc, on a vraiment un traitement interne qui est réalisé. On peut vraiment gérer notre impact
sur l'eau. Et comme tu le dis, Nolwenn, on a une gestion de l'eau, mais on a aussi une gestion de l'eau pendant la culture, puisque les cellules, on leur apporte un milieu de culture qui est composé d'eau. Et c'est le seul apport d'eau qui est fait durant notre procédé, parce qu'on n'utilise pas des bioréacteurs classiques. Les bioréacteurs classiques, il faut savoir qu'ils sont très gourmands en électricité et en eau, parce qu'ils sont stérilisés à la vapeur. Et comme ils sont utilisés pour différents procédés avec différents types d'organismes, faut les nettoyer. Donc, il y a beaucoup d'eau nécessaire pour ce nettoyage. Et dans notre procédé en biotechnologie végétale, au niveau du développement et au niveau de la production, on utilise des bioréacteurs single use, donc à usage unique. Donc, on utilise des poches qui sont utilisées que pour un procédé. Donc, en fait, excuse-moi, c'est gros comment ces poches? Parce que si on a toutes les tailles. Ah oui? On peut aller du 2 litres jusqu'à la tonne. Ah oui. Oui. À single use, ça, que vous jetez après le sachet? Après, on le jette, mais à savoir qu'il y a pas mal de tubing qui sont pris pour être réutilisés pour d'autres activités. Et là, on est en train de chercher des filières pour utiliser ce plastique et qu'il ait une seconde vie, en fait. On est en train de chercher des collaborations pour les utiliser. Sinon, ça part dans les déchets. Et là, c'est revalorisé au niveau... c'est brûlé, c'est revalorisé en termes d'énergie. C'est ça. Excuse-moi, donc je t'interromps, excuse-moi. Donc, tu disais... Du coup, c'est un autre avantage de la biotechnologie, en fait, parce que du fait des bioréacteurs qu'on utilise, on a diminué notre impact au niveau électricité, au niveau nettoyage et au niveau aussi humain. C'est beaucoup plus facile pour nous à mettre en place et on est beaucoup plus agile parce qu'on peut démarrer une production très rapidement. Et quand même, au niveau énergie, c'est quand même un procédé, malgré les optimisations, qui demande beaucoup d'énergie. Il demande de l'énergie parce que on a besoin quand même d'électricité pour que ça fonctionne, mais il demande, on peut comparer à l'échinacoside au niveau de la quantité de solvant qu'on utilise, soit en extraction, soit en biotechnologie végétale, c'est à peu près le même gap en fait. On n'est pas encore à zéro, mais on a quand même grandement amélioré notre consommation. D'accord, ok. Donc, finalement, l'impact, comme tu disais, Noël, et que tu disais aussi, Marion, il y a moins d'effets sur le sol, donc de pesticides. Ça, c'est clair. Des économies d'échelle, finalement, et qu'il y avait quand même un coût énergétique, mais moindre peut-être par rapport à la pollution qu'on peut avoir sur les sols. Et toute la composition de nos milieux de culture sont vérifiées au niveau réglementaire. Donc, on n'utilise que des molécules qui sont OK au niveau réglementation aussi. D'accord. On n'utilise pas de CMR, on n'utilise pas de molécules toxiques. Oui. Okay. Et puis, il y a même un impact social qu'on peut relever sur le fait que on n'a pas non plus d'impact sur les communautés locales. Donc, on ne coupe pas de place sur des champs qui pourraient servir pour l'agroalimentaire, surtout dans des pays en voie de développement où la ressource en eau est rare. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un avantage aussi finalement social à utiliser cette technologie. Donc là, on a pu voir un petit peu tous les avantages qu'on peut avoir par rapport à une culture, mais il y a aussi des avantages liés au prélèvement sauvage. C'est-à-dire que s'il avait fallu prélever cette plante dans la nature, on aurait eu un impact beaucoup plus fort sur la biodiversité et sur de potentiels écosystèmes. Là, pour revenir sur l'exemple, par exemple, de Majestem, on a calculé qu'un batch de production, ça équivaut à peu près à 1 250 000 fleurs d'Edelweiss. Donc, c'est autant de fleurs qui n'ont pas été prélevées dans l'environnement. Donc là, on voit vraiment que notre impact sur la biodiversité, il est moindre grâce à cette technologie. Voire, on va même avoir un impact positif, car l'ADN de l'espèce, on peut la préserver, comme expliquait Marion un peu plus tôt. Et c'est d'autant plus fort quand la plante utilisée est en voie d'extinction. Donc, nous, on va assurer sa continuité dans nos laboratoires. Comme par exemple, on disait l'Edelweiss avec sa croissance qui est lente, ça nous permet au moins de pouvoir de continuer à la faire pousser en laboratoire. Et si jamais on a une espèce qui est en voie de disparition, on va pouvoir la conserver son ADN aussi dans nos laboratoires. C'est comme une bibliothèque en fait. Exactement, parce qu'on garde toutes les lignées cellulaires. On garde tout ce qu'on génère. Et comme on génère des cellules issues de la plante, on garde l'ADN. Après, on a comme un petit serveur
où on garde toute l'ADN de la plante. Et si c'était nécessaire, d'ailleurs, on a des travaux en cours pour repartir de nos cellules, recréer un organisme, puisque ces cellules, elles sont, comme j'ai expliqué au début, elles sont totipotentes. En fait, elles ont tous les pouvoirs, on va dire, comme les cellules souches. Elles seront capables de régénérer un individu entier et après, on pourrait réimplanter la plante dans leur milieu d'origine et avoir un effet positif. Donc, en fait, on n'est plus neutre au niveau de l'effet, on pourrait même avoir un effet positif sur la biodiversité. Il y avait des extinctions de toutes ces espèces. Oui. Voilà. On peut prévenir, en fait, je pense, certaines extinctions aussi via cette technologie. Oui. Et comment vous faites finalement pour montrer que vraiment, au niveau RSE, l'impact de la biotechnologie est positif? Est-ce que vous pouvez valider, comment vous faites pour valider l'impact positif de la biotechnologie finalement? Au niveau qualitatif. Au niveau qualitatif, est-ce que vous travaillez, je ne sais pas comment on fait pour valider en fait cette biotech? On travaille avec des organismes externes qui peuvent vérifier en fait la pertinence en fait des technologies qu'on utilise et qui peuvent évaluer nos seuils de consommation, eau, énergie, déchets. Donc voilà, on travaille avec différentes tierces parties, notamment on utilise l'outil ERI 360 créé par Innovalliance. Je ne sais pas si vous connaissez. Tu peux peut-être en donner un peu plus de détails si tu veux bien. Oui, bien sûr. À quoi ça consiste exactement? Donc, l'ERI 360, c'est le label Eco-Responsible Ingredient qui a été créé par un groupe d'entreprises dont Sederma a fait partie. Donc, c'est des entreprises de la cosmétique, des arômes et parfums, et qui voulaient se benchmarker entre elles, en fait, pour pouvoir construire un référentiel pour mesurer l'éco-responsabilité des ingrédients issus du naturel, du végétal ou de la biotechnologie. Donc, c'est un outil qui est composé d'une centaine d'indicateurs. Quoi, par exemple? Pardon? C'est comme quoi comme indicateur? Alors, on va vraiment avoir des indicateurs sur toute la chaîne en fait, de fabrication d'un produit, donc de la sélection de la matière première au niveau du process jusqu'à la partie procédé, produit fini et la sortie d'usine. Donc, on va avoir des indicateurs sociaux, environnementaux, économiques qui vont par exemple prendre en compte est-ce que l'entreprise a des certifications ISO, par exemple SA 8000, est-ce que la matière première elle est biologique, est-ce qu'elle a une certification bio, et quelles sont les pratiques culturelles, est-ce qu'il y a des intrants, des fertilisants, est-ce qu'il y a une irrigation mise en place, quels sont les impacts sur la biodiversité. On a aussi tout ce qui est lié au management de la sécurité, donc la dangerosité des matières premières. Est-ce qu'il y a des pictogrammes aussi sur les matières premières qu'on utilise. Et on a des questions sur le dialogue social, les rémunérations justes, etc. Donc, on voit bien que tous les enjeux de développement durable sont pris en compte et on a des questions sur chacun d'entre eux, en fait. D'accord. Et du coup, pour favoriser la construction de cet outil, il y a eu de nombreuses remontées de terrain entre les entreprises pour connaître les seuils, en fait, de consommation énergétique, eau, la production de déchets, etc., ce qui nous a permis de déterminer des seuils et d'attribuer des notes. C'est aussi ce qui fait la richesse finalement de ce label, c'est le fait qu'il soit construit à la fois sur des données terrain et sur des référentiels internationaux. D'accord. Voilà. Donc après, en fonction des notes qu'on obtient, soit la note est trop basse et on n'a pas de label, soit on peut obtenir un label bronze, argent ou or. Et du coup, pour répondre à ta question, bien, comme on a labellisé 5 de nos produits de PCC, qui sont Magestem, Citystem, Amberstem, Rubistem et Senestem, et ils ont tous obtenu un label argent, ce qui prouve bien que la technologie, finalement, elle répond positivement à ces critères, en tout cas qu'on a obtenu des bonnes notes, et donc ça permet de prouver la pertinence de la technologie. D'accord. Et est-ce qu'il vous donne des pistes justement d'amélioration? Oui, en plus, oui, parce que du coup, comme on a différents niveaux en fait d'évaluation, dans une question, on a différents niveaux, on voit où est-ce qu'on se situe et quels sont les niveaux qui nous apporteraient plus de points. Et du coup, on se dit, OK, c'est sur ces voies-là qu'il faudrait qu'on s'axe pour s'améliorer. Donc, par exemple, je disais,
je parlais de l'agriculture biologique. Si notre plante, elle n'est pas bio, on peut dire peut-être que c'est une option et on gagnerait plus de points, ce qui nous permettrait peut-être d'améliorer notre note. Mais il y a vraiment, on peut s'améliorer sur de nombreux domaines. Non, c'est intéressant de voir justement avec un indicateur, une sorte de certification extérieure, on peut valider en fait le process et son impact environnemental. C'est ça, voilà. De manière quantitative et qualitative pour le coup. Ça, ouais, tout à fait. Voilà, puis c'est vraiment important pour nous et nos clients parce que voilà, ça nous permet vraiment d'apporter du crédit à nos démarches. Et d'ailleurs, on peut également le faire pour nos autres technologies parce que pour toutes les technologies d'extraction végétale, on peut utiliser cet outil. Mais on travaille aussi avec l'UEBT, donc qui est l'Union for Ethical Biotrade, dont on est membre depuis 2020, et qui est une organisation internationale qui promeut un approvisionnement éthique des ingrédients issus de la nature. Et du coup, ils vont nous accompagner pour vérifier nos filières quand on utilise beaucoup plus de plantes, voilà, c'est ça, pour réaliser des extractions. Donc, il y a vraiment différentes parties extérieures avec lesquelles on travaille. En fonction... Oui, c'est intéressant. Vraiment sur le sourcing, là, cette fois plutôt. Là, c'est plus lié au sourcing si vraiment on fait de l'extraction avec beaucoup de matière. Voilà. D'accord. Ouais, super intéressant. Merci, Noël. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la RSE, justement, sur le bien fondé de la technologie végétale sur la RSE? Du coup, il y a un dernier aspect qui, du coup, est lié à la traçabilité totale qu'on peut avoir grâce à cette technologie, puisque, comme on disait, on a un seul accès à la plante chez un fournisseur reconnu. Et puis, du coup, on la reproduit dans nos locaux. Et ensuite, on va suivre, en fait, l'ensemble du process de fabrication de la biomasse jusqu'à l'obtention de la molécule d'intérêt et sa vente. Donc, on a vraiment, comme en plus, on garde la plante, comme disait Marion, on a vraiment toute la traçabilité de la création de la biomasse jusqu'au produit fini. Et donc, comme la traçabilité est vraiment importante aujourd'hui, que ce soit pour les clients et les consommateurs, il y a un réel intérêt aussi ici. Et on a la traçabilité génétique parce qu'on garde la plante d'origine et on identifie son génome pour s'assurer que c'est la bonne plante, la bonne espèce. Et ensuite, quand on a généré nos cellules et qu'on est en phase de développement, on refait cette identification génétique pour s'assurer en fait que ça matche. Donc, il y a peu de chances que en fait, ça soit une autre plante, mais on ne sait jamais. Donc, on assure à nos clients la plante mère et nos cellules que c'est bien issu de cette plante. C'est la bonne espèce. D'accord. Ouais, c'est super intéressant. C'est complet. C'est très complet, oui. C'est sûr. Et justement, alors, quel serait pour vous le futur et votre vision en tant qu'ingrédientiste, on va dire, créateur d'actifs et d'ingrédients, quel serait le futur pour vous en cosmétique et pour faire des ingrédients qui aient peu d'impact sur l'environnement? Alors là, c'est encore aller encore plus loin parce que c'est de rechercher dans la plante des molécules qu'elle est capable de synthétiser, mais qu'elle ne le sait même pas. Donc en fait, on a un ADN et on sait que tous les gènes ne sont pas exprimés dans l'ADN, dans le génome. Et on est en train de développer des produits avec une forte sélectivité chimique. Donc on a notre plante mère. On sait ce qu'elle peut produire. Et là, on va encore plus loin. On va essayer de lever des blocages, des inhibitions ou donner des précurseurs pour que la plante produise des molécules en faisant des modifications en fait épigénétiques. Donc, on ne touche pas au génome, mais on lève des blocages qui permettront de synthétiser des molécules que la plante est capable de produire, mais sous certaines conditions. Donc, on est en train de travailler pour ces conditions-là. C'est comme tu dis, épigénétique, c'est qu'au niveau de l'entourage, tout ce qui est autour de la cellule. C'est ça. On lève les blocages. Voilà. C'est important. On ne touche pas au génome de la plante. On lève des gènes qui sont bloqués pour X raisons, soit par des inhibitions, donc on lève les inhibitions, soit on donne le bon précurseur pour lever ces inhibitions. C'est intéressant. Ça permet aux gènes de s'exprimer plus facilement, finalement, c'est ça. C'est ça, on leur donne la possibilité de s'exprimer. Nous aussi, en fait, il faudrait qu'on nous donne la possibilité d'exprimer tous nos gènes. C'est très intéressant. Il paraît qu'on n'utilise pas tout les potentialités de nos gènes ou de notre cerveau. C'est ça. Voilà, il faut trouver une molécule qui nous permet d'utiliser tout notre potentiel. Ça serait bien. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y aurait pour vous des choses intéressantes à explorer? Peut-être même au niveau RSE, est-ce qu'il y a des pistes, je ne sais pas, des
des choses qui pourraient être pas mal à explorer pour aider justement à avoir un impact environnemental plus... Toujours dans la biotechnologie, on a aussi d'autres axes. On travaille depuis 5 ans en collaboration avec d'autres entreprises sur la biologie synthétique. Donc, en fait, la biologie synthétique, qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison entre la biologie, donc un organisme vivant, la bioinformatique et l'ingénierie. Et le principe, c'est de construire des systèmes biologiques qui n'existent pas dans la nature, mais qui seraient capables de produire des molécules issues de la chimie. Et comme on sait, les molécules issues de la chimie, c'est pas toujours safe. Ça nécessite des solvants qui sont qui sont pas très bons pour l'environnement et même pour l'homme, donc qui ont un fort impact négatif. Donc, Cederma travaille activement vers cette biotechnologie afin de produire des molécules issues de la chimie, mais via la biologie synthétique. Intéressant. Oui. Et puis, tu as raison, c'est tout à fait aligné en plus avec notre démarche RSE parce que grâce à ces technologies qu'on est en train de développer, on continue à diminuer nos impacts sur l'environnement. Et on n'est pas tout seul du coup parce qu'on travaille étroitement avec des instituts de recherche, des sociétés high-tech, mais aussi nos clients et des associations professionnelles. Et c'est cette synergie finalement qui nous permet à tous de progresser de façon plus responsable et durable. C'est un travail collaboratif, toujours à chaque fois. Voilà, tout à fait. En mettant une synergie de talents, on arrive à créer des choses intéressantes pour avoir un impact toujours positif sur l'environnement et sociétal aussi. Voilà. Et du coup, il faudrait à peu près combien de temps par exemple, la biologie de synthèse, c'est des choses qui sont en cours, mais ce serait des choses qui pourraient percer d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Combien de temps il faudrait à peu près? Juste une échelle de temps. C'est difficile à estimer puisque ça fait depuis à peu près 5 ans qu'on travaille dessus et après, il faut s'assurer avec toutes les parties prenantes que tout est bien en accord. Donc, on est en développement. Donc, on peut pas donner de temps. Émergent. C'est le début. Par contre, la 3e génération, ça va arriver vite. Ça va arriver vite? Bon, très bien, super. Écoutez, en tout cas, merci mesdames. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez rajouter absolument qui vous semblent importantes et qui vous dites « Ah, je veux rajouter ça ». Eh bien... C'est parfait. On parlait de potentialiser notre cerveau et je pense que tu l'as bien dit, c'est en ayant plusieurs talents et en réfléchissant autour de la même cause de l'environnement qu'on arrive justement à augmenter, notre impact positif et les enjeux. Des enjeux qui nous touchent tous et c'est vrai que du coup, tu as raison, c'est important qu'on soit tous en train de travailler ensemble dessus pour essayer de diminuer. Travail collaboratif vers la même vision. Exactement, les mêmes objectifs finalement. Il faut la préserver, cette nature, elle est belle. Voilà, exactement. Ah oui, ça c'est sûr. Et plus on travaille dedans, plus on voit... plus c'est beau. C'est magnifique. Intéressant. Oui. C'est fou de voir toutes ces plantes, comment elles réagissent, comment elles vivent. Parce qu'elles n'ont peut-être pas de pieds, mais comme on dit, elles communiquent beaucoup. Elles ont une intelligence. Hein. Oui, c'est ça. Oui, des livres impressionnants. Quand tu racontes des histoires, comment elles font pour communiquer. C'est vraiment chouette. La nature est belle. Alors, du coup, comment on fait pour vous contacter, mesdames? Si on veut en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait? On a le site Cederma. Oui, super. Pour avoir connaissance de nos produits, de nos biotech. Et pour ma part, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Marion Thibault. Et moi également, sur LinkedIn, Nolwenn Copal. Voilà. Super. De toute façon, je mettrai dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour qu'on puisse consulter. Merci en tout cas beaucoup et puis très belle réussite et au plaisir de voir toutes ces nouvelles générations de molécules. Merci Marion. À bientôt. À bientôt.